Is it working? No. Hello. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Okay, bon, on se redit. Okay. Hello. I hope everyone can hear me well. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Bienvenue à cette discussion. C'est un plaisir pour moi d'être la modératrice. Je viens de l'université de Tallinn. Je suis responsable de projet. Aujourd'hui, nous avons réellement un panel international. Et le titre, c'est « Identifier et contrer la désinformation ». Donc, entre la France et l'Estonie, c'est mon plaisir vraiment de vous présenter mes collègues. Un petit détail pratique. Alors, le panel aura lieu en anglais, mais vous aurez la traduction en français. Quelques interventions auront lieu en français. Pour le moment, c'est mon plaisir donc de vous présenter mes collègues. D'abord, nous avons, et je vais essayer de bien prononcer les prénoms et les noms. Alors, soyez patients avec moi, s'il vous plaît. Nous avons d'abord Cécile Dolbeau-Bandin, voilà exactement, qui est de l'Université de Caen, qui est chercheuse sur les risques et les vulnérabilités, donc à l'Université de Caen en Normandie. Nous avons ensuite Virginie Bagneux, qui est également professeure en psychologie également à l'Université de Caen en Normandie. Ensuite, nous avons Stefano Bracchiroli, professeur associé d'études européennes et d'études politiques à l'Université de Tallinn. Et ensuite, nous avons Maile Vincent, qui est adjoint aux affaires diplomatiques, je pense, à l'Université également de Tallinn. Donc, nous avons ici un panel qui mérite tous nos applaudissements. Alors, rapidement, alors n'oublions pas les diapositives. Je dois faire plusieurs choses en même temps. Voilà, vous voyez ici le titre de sur cette diapo. Nous avons déjà eu l'introduction des intervenants. Rapidement, je vais mentionner la structure de notre panel. Nous allons regarder également le temps. En général, nous avons un temps pour les discussions. Tout d'abord, nous allons commencer rapidement avec une introduction de la désinformation, de la mésinformation. Et Cécile va nous donner donc une intervention sur ce sujet, une courte intervention. Ensuite, nous parlerons des outils principaux, comment identifier ces désinformations. C'est Virginie qui nous en parlera. Et ensuite, dans la deuxième partie de notre panel, nous allons parler des cas pratiques, des études de cas pratiques à partir de l'Estonie. Et dans ce cas, Stefano et Maile vont partager avec nous des données intéressantes concernant la désinformation. Un petit détail. Nous organisons cette discussion de panel dans le cadre d'un projet qui est financé par la division de la diplomatie publique de l'OTAN, France et Estonie ensemble contre la désinformation et la section diplomatique donc de l'OTAN. Et le but de ce projet, de cette collaboration internationale entre l'université de Tartu et les universités françaises, telles que l'Université catholique de Lille et de Bordeaux et de Caen en Normandie, ainsi que le Forum mondial de Normandie pour la paix, pour justement rassembler les meilleures pratiques et identifier comment ces désinformations peuvent être identifiées. Et cela inclut différents types d'activités. Une de ces activités, c'est une présentation d'étudiants. Et nous avons vraiment des occasions uniques aujourd'hui parce que nous avons tous ces étudiants avec nous qui vont partager rapidement ce qu'ils ont découvert à la fin donc de notre intervention. La deuxième activité, ce sont les résultats lors de ce forum que nous voulons présenter. Et ensuite, nous aurons une mission de fête faite par des experts français et estoniens, notamment avec des recommandations et différents scénarios, des exercices de planification de scénarios. Voilà. Donc, avec tous ces détails qui sont maintenant présentés, à présent,
Passons à notre discussion de panel, et simplement pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, comme vous le savez, bien sûr, le sujet de la désinformation, de la mésinformation est tout à fait pertinent. Nous sommes toujours entourés de fake news, malheureusement de manière fréquente, et je voulais simplement partager avec vous cet exemple. Je ne sais pas si vous le voyez bien de là où vous êtes, mais rapidement, regardez ce qui est affiché sur l'écran. Et nous avons ici 2 cas d'études, ou 3 cas d'études qui ont à voir avec la France. Est-ce que vous pouvez lever la main et me dire combien de ces informations, ou au moins une de ces informations, est une fausse information, est une fake news? Combien d'entre vous pensez que parmi ces informations qui sont affichées, au moins une de ces informations est une fake news? Combien d'entre vous pensez qu'il y a au moins 2 fake news parmi? Ne soyez pas timide. Combien d'entre vous pensent que toutes les informations affichées ici sont des fake news? D'accord, très bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, nous allons un petit peu dérouler tout cela. Et effectivement, toutes ces informations sont des fake news, mais le degré de fausseté, de mésinformation, de désinformation, de malinformation peut varier. Dans le premier cas, vous voyez un clone d'une coupure de journaux de Belgique, donc le soir, qui est présenté comme quelque chose de tout à fait crédible, que la campagne a été financée par l'Arabie saoudite lors de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas vrai. Ça a été également partagé par les nouvelles de Marine Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, pardon, voilà. L'autre nouvelle qui ne représente pas la bonne information. Cette information était déjà dépassée. Donc ici, ça vous montre un peu la tension en France. C'est une référence qui date en fait de 2005, donc la référence est datée. Et le dernier exemple, le troisième cas, qui n'est pas vrai, qui est une fake news également. Il y a eu des débats et des politiciens ont proposé cette proposition, mais qui n'est pas vraie. C'est une fake news également. Donc voici ici un bon départ, un bon point de départ pour vraiment définir ce qu'est la mésinformation, la malinformation, la désinformation et comment être plus précis pour identifier ces fake news, ces mésinformations et ce que nous pouvons en apprendre de ces exemples. À présent, j'aimerais donner la parole à Cécile qui va faire sa présentation en français et ensuite nous continuerons. Chaque intervenant aura environ 10 minutes. J'essaierai de vous indiquer lorsque le temps est terminé. Je vous demanderai également de nous donner de courtes questions auxquelles nous pourrons revenir à la fin de la session. Cécile, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais parler... juste... Donc, mon intervention portera effectivement sur la désinformation et la mésinformation. Donc, depuis quelques décennies, notre quotidien est transformé, impacté par les technologies numériques. Donc, vous parlez, vous, de réseaux sociaux numériques, Insta, X, etc. Moi, on parle plutôt en termes de médias sociaux. Il est aussi impacté par le développement de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui impacte de la façon dont les individus, dont nous interagissons les uns avec les autres, ça impacte la façon dont nous communiquons entre nous, et ça impacte surtout, puisque c'est le thème de notre intervention, ça impacte notre façon de nous informer. Donc, on est bien dans un contexte informationnel qui est à la fois marqué par des désordres informationnels. Donc les désordres informationnels, si ça ne vous parle pas, c'est l'infobésité. Vous avez vu qu'au quotidien, vous recevez une masse d'informations via les médias sociaux, la télévision, la radio, etc. Et puis, il y a aussi une circulation, ce qu'a dit Anna, de fausses informations, ou le terme que vous utilisez plus en France, c'est les fake news ou les infox. C'est un néologisme. Essayez d'y réfléchir à ce néologisme français, infox.
Et puis on assiste aussi à une sorte de guerre de l'information qui va accélérer la décomposition des sociétés démocratiques, qui est bien le thème de ce forum de la paix. Tenez-en bien, gardez ça en tête. Donc dans ce contexte informationnel perturbé et perturbant, parce qu'il est perturbé, mais il est aussi perturbant en tant que citoyen, en tant que lycéen, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, donc en tant que citoyen. Donc, désinformation et mésinformation s'entremêlent, s'entrechoquent. Et ils sont trop souvent indifférenciés. On a tendance à confondre mésinformation et désinformation. Donc, ce qui va être intéressant au cours de mon intervention, c'est qu'on va essayer de comprendre, de définir ensemble. Déjà, Anna a déjà porté un bon panorama. On va essayer de comprendre ce que veut dire mésinformation et ce que veut dire désinformation. Donc, commençons par la mésinformation. La mésinformation, tout simplement, ça désigne le fait qu'une fausse information, vous allez diffuser, je vais vous intégrer dans mes propos, vous allez diffuser une fausse information sans une volonté de nuire. C'est un accident, vous voyez, vous allez reprendre une information. Je vais prendre un exemple qui vous parle. Vous êtes au lycée, je pense que vous avez certainement créé un groupe WhatsApp en dehors de l'information officielle donnée par vos enseignants. Et dans ce groupe WhatsApp, par exemple, vous pouvez dire, bah, tiens, le vendredi 27 septembre, Madame X ou Madame Y ne sera pas en cours, donc le cours est annulé. Fausse information, mésinformation. Vous n'avez pas eu la bonne information, mais vous allez relayer. Ce n'est pas le but de nuire à Madame X ou à Monsieur Y. Vous le faites, c'est que vous n'allez pas venir en cours et vous allez en train de diffuser une information qui est erronée. Mais vous n'êtes pas dans le but de nuire. Donc je vous ai parlé de WhatsApp parce que c'est un outil de communication très utilisé en France par les lycéens et je pense qu'aussi en Estonie, il doit être aussi très utilisé. Donc les médias sociaux, ou réseaux sociaux si vous préférez, comme X, j'ai beaucoup X, Insta, eh bien, vont amplifier ce phénomène de mésinformation. Donc gardez bien ça en tête, une mésinformation, c'est une information que vous allez diffuser sans avoir vérifié, voilà, vous le faites rapidement, on est dans un contexte aussi de rapidité, et donc ce sont des informations erronées. On va passer à la désinformation. La désinformation, c'est bien autre chose. Et là, puisqu'on travaille dans le projet FreeTag porté par l'OTAN, j'ai trouvé intéressant de faire référence justement à la définition donnée par l'OTAN. Donc l'OTAN nous dit ceci, donc ça a été réduit. La désinformation, c'est le fait de créer, de diffuser délibérément des informations fallacieuses ou tronquées, dans le but de duper, dans le but de manipuler autrui. Donc là, on va construire une information fausse, tronquée, dans le but de manipuler autrui, d'induire l'autre en erreur. Donc, vous voyez, il y a une intention de nuire. Vous voyez la différence entre mésinformation et désinformation ? Donc ce terme englobe toute une série de tactiques, techniques et procédures dites, et je cite l'OTAN, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et qu'elle fait écho au Forum de la paix, des activités d'information hostiles. Donc, vous voyez bien que l'objectif, et je le répète, l'objectif ici est de nuire. Donc l'objectif ultime vraiment de ces manœuvres de désinformationnelles ou liées à la désinformation, c'est bien de diviser la société. Observez la société, observez ce qui se passe quand on a eu des élections en France, observez ce qui se passe avec l'élection présidentielle américaine, etc. Il y a plein d'exemples. On peut parler de la guerre en Ukraine aussi. Regardez, lisez les informations, informez, vous voyez bien que c'est ce qui se passe actuellement. Donc là, on essaie de diviser la société, on essaie de diviser les sociétés démocratiques, et je cite l'OTAN, je trouve que cette phrase est extrêmement importante, dans le champ de bataille informationnel pour mieux régner. On est dans la guerre, une guerre d'information. C'est une bataille informationnelle pour mieux régner. Donc il y a bien l'objectif de nuire. Et le champ lexical lié à la guerre utilisée par l'OTAN est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Donc quels moyens sont utilisés justement pour diffuser de l'information et produire aussi de la désinformation? Eh bien, on va fabriquer des contenus trompeurs, ce qu'a montré Anna. On va fabriquer. Alors, je vous ai parlé d'intelligence artificielle. C'était pas anodin au début de ma conversation. C'est que on va utiliser des deepfakes. On va produire des vidéos. Vous avez certainement vu les vidéos avec le pape
y avait une parka, ou Donald Trump avec des manifestations, ou Trump, etc. Donc vous voyez, on va fabriquer des contenus vidéo pour servir dans le but de nuire, de porter atteinte à autrui. On va aussi diffuser des rumeurs infondées. Une rumeur infondée qui a fait le tour du monde, c'est une rumeur qui a été diffusée par une influenceuse extrêmement connue aux États-Unis. Je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave. Elle est d'extrême droite, elle est proche de Donald Trump, elle fait partie de tous ses voyages importants. Alors là, elle commence à lui poser problème. Donc là, il essaie un petit peu de s'en éloigner, mais je pense que c'est trop tard. Et elle a diffusé sur sa chaîne YouTube, il me semble, une information comme quoi la communauté haïtienne, dans un État aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle faisait? Vous connaissez cette désinformation? Elle mangeait des chiens, des chats, des animaux de compagnie. Et bien, ce qu'a fait Donald Trump, pendant sa campagne, il a rediffusé cette information pendant un débat face à l'autre candidate. Donc là, on est bien dans une rumeur infondée. Et puis, on va aussi déformer délibérément des faits. Vous vous souvenez ce qu'Anna a montré? On a une carte sur la violence en France. On a une carte d'information. Mais là, on est dans une information hors sol. C'est quoi comme violence? C'est des violences sexuelles, c'est des violences conjugales, c'est des violences de la délinquance. On est complètement... On va déformer délibérément les faits. Effectivement, des fois, il y a des actes de violence, mais c'est complètement une information hors sol. Et le contexte, c'est important. Et dans la désinformation, des fois, il n'y a pas de contexte temporel, il n'y a pas de contexte spatial. Donc, vous voyez bien que cette désordre informationnel, c'est un enjeu démocratique important qui nécessite une formation. Vous devez être formé, et pas seulement à partir du collège, à partir de l'école primaire, vous devez être formé à ce qu'est une source, ce qu'est une information, ce qu'est une désinformation, ce qu'est une mésinformation. C'est extrêmement important. Et vous devez aussi être formé à l'esprit critique, au débat, à l'esprit critique, et ce qui me permet... Alors, c'est pour aussi attaquer, aussi combattre, entre guillemets, puisqu'on reste dans le lexique de la guerre. Donc, il est important, ce que je viens de faire, de définir, de comprendre, de cerner ce qu'est la mésinformation et la désinformation, mais il va falloir aussi s'y attaquer, notamment avec l'esprit critique, et c'est pour cela que je laisse la parole à Virginie Bagneux, qui va vous parler de zététique. C'est à toi, Virginie. Merci beaucoup, Cécile. Je vais à présent donner la parole à Virginie, mais je propose d'abord rapidement de résumer les questions auxquelles vous pourriez penser pour avoir le temps de répondre et de poser ces questions à chacun des intervenants. Donc d'abord, merci à Cécile pour cet aperçu sur les définitions. Et si à la fin du panel, nous pourrions également élaborer rapidement quels sont les dangers, les implications de l'importance justement de définir et de faire la différence entre la mésinformation et la désinformation et pourquoi cela est important. Mais pour le moment, merci Virginie de prendre la parole. Thank you, Anne. In French or in English, as you prefer. En français, en anglais, comme vous voulez. French. OK. T'as la télécommande? Merci. Alors, Cécile vous a parlé de zététique. C'est un mot un petit peu étrange. Première question, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent ce mot, la zététique? Personne? Eh bien, la zététique, en fait, est une espèce de boîte à outils transdisciplinaire qui répertorie tout un ensemble de moyens pour justement distinguer une vraie info, avec des guillemets, d'une infox. Alors, la zététique, en fait, vient du courant du scepticisme. En anglais, on parle de scepticism au lieu de zététique. Et c'est Henri Brock en France qui, dans les années 80, remet au goût du jour ce terme pour faire référence à ce qu'il va nommer l'art du doute. Car c'est bien de ça dont il est question. Lorsque on est face à une information, l'enjeu est de déterminer si on doit faire confiance ou non à cette information afin de la partager ou de prendre une décision à partir de cette information. C'est exactement le principe d'un processus mental sur lequel je travaille et qui est nécessaire dans la lutte contre la désinformation. C'est ce qu'on appelle la pensée critique. En France, on parle aussi
d'esprit critique. Alors, la pensée critique, c'est une haute compétence de pensée dans le champ de la psychologie expérimentale. Elle est étudiée comme étant la capacité à évaluer l'information d'un point de vue épistémique, c'est-à-dire qu'on suspend notre jugement en vue d'identifier quels arguments vont nous permettre de considérer que cette information est probable, vraisemblable et vraie, entre guillemets, si tant est que la vérité est accessible. L'objectif de la pensée critique est donc, à partir de l'examen délibéré de cette information, de déterminer si je peux faire confiance à cette information ou non. Et donc, j'ai plusieurs résultats possibles. Soit je juge cette information non crédible et donc je ne vais pas lui faire confiance. Soit je juge cette information fiable et donc je vais lui faire confiance. Et entre les deux, vous avez toute une série de possibilités où le doute est permis. Alors, pour justement essayer de calibrer ce niveau de confiance en l'information, je vous propose de voir ensemble deux outils qu'on utilise en zététique. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Le curseur de vraisemblance, c'est une petite barre qui représente un continuum sur lequel vous avez un curseur que vous pouvez moduler de gauche à droite, qui va de absolument probable jusqu'à pas du tout probable. Et donc, en fonction de l'information qui vous parvient, eh bien, avoir cette représentation dans la tête de ce curseur de vraisemblance vous permet de déterminer si vous avez un besoin d'une preuve et de quel type de preuve vous avez besoin. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez votre copain, il rentre de son week-end et il vous dit « Ah, ce week-end, j'ai vu un serpent vert ». Bon, c'est un serpent vert, c'est quelque chose d'assez commun, surtout si vous regardez les documentaires animaliers ou que vous allez faire des visites dans le zoo. Donc, votre curseur de vraisemblance va plutôt se porter du côté « Oui, c'est probable, c'est même très probable que ce que mon camarade me raconte soit vrai ». Imaginez le deuxième cas de figure. J'ai vu un tronc d'arbre tellement grand qu'une voiture peut le traverser. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu extraordinaire. Et si on regarde un petit peu autour de nous, les arbres, ils n'ont pas une taille qui permet à une voiture de le traverser. Donc, ce curseur de vraisemblance, on va peut-être plus le déplacer vers, ça peut paraître peu probable. Sauf, bien sûr, si vous savez qu'en Californie, par exemple, dans les parcs de séquoias géants, il y a ce fameux tunnel qui est célèbre dans le monde entier, à travers lequel, effectivement, les voitures peuvent passer. Troisième et dernier cas de figure, le plus extrême sans doute, c'est les extraterrestres existent sous une forme de petit homme vert à la Roswell. Alors là, par contre, de notre expérience, de ce qu'on sait de la vie extraterrestre, ça paraît finalement assez peu probable. Et donc, mon curseur, je vais le déplacer plutôt du côté de absolument pas probable. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas du tout, mais en tout cas, le doute dans ce cas-là reste largement permis. Le curseur de vraisemblance, il n'a pas que pour intérêt de déterminer si c'est probable ou pas probable, ça permet aussi de déterminer quel niveau de preuve on va avoir besoin pour finalement prendre une décision et dire oui, je fais confiance en cette information ou non, je n'y fais pas confiance. C'est ce que Carl Sagan explicite de cette manière, c'est des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves, elles aussi extraordinaires. Alors, si vous considérez que l'information qui vous parvient n'est pas probable et qu'il faut des arguments, des preuves pour vous convaincre, eh bien, ce deuxième outil va sans doute vous être utile. C'est ce qu'on appelle l'échelle de niveau de preuve, qui classifie en fait par ordre de degré de certitude si une information provenant d'une source peut être considérée comme fiable ou non. Alors, tout en bas, et s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir de ces séminaires, c'est bien cela, c'est qu'un témoignage n'est pas une preuve. Jamais. Ça n'est jamais vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'étiez pas là au moment où l'événement s'est passé. Il n'y a donc pas possibilité de vérifier si ce témoignage est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est faux pour autant. Mais en tout cas, par prudence,
en premier lieu, on considère que ce n'est pas une preuve suffisante. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la parole d'un expert. Là aussi, un expert, tout seul, isolé, c'est un témoignage et donc, à lui seul, n'est pas une preuve convaincante. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du docteur Raoult pendant la pandémie du Covid, hein, mais c'est un bon exemple. Ensuite, alors, comment fait-on? Eh bien, par exemple, si on prend les études scientifiques, notamment exploratoires, analytiques, on commence déjà à rentrer dans un niveau de preuve assez raisonnable, mais qui, lui non plus, n'est pas suffisant à lui seul. Il faut, en plus, des études expérimentales qui répliquent le phénomène, qui l'expliquent, qui permettent de le modérer selon différents facteurs. Et donc, plus ça va, plus on accumule finalement une série de preuves. Et tout en haut, en fait, de cette échelle des preuves, on a ce qu'on appelle le consensus scientifique. Alors, au sens très large du terme, ce n'est pas que les biologistes, les physiciens, voire les psychologues. C'est aussi la pensée majoritaire qu'on va considérer être désormais une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui l'ont démontré qu'on n'a pas réussi à montrer le contraire, que finalement, ce qui était une preuve devient finalement une connaissance. Et à partir de là, si on a cette connaissance, les preuves sont plus faciles à retrouver. Donc pour conclure, eh bien, face à une information, je suspends mon jugement, je détermine quel est le niveau de confiance que je peux avoir dans cette information, et si je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le décider sur l'instant, eh bien, je me renseigne et je cherche des arguments qui ont une preuve suffisante pour me convaincre. Merci beaucoup Virginie pour ce résumé. Je pense que ces deux outils sont vraiment très pratiques et faciles à utiliser. Et donc j'ai simplement une question sur laquelle nous pourrons revenir plus tard. J'ai adoré dans votre présentation la métaphore que vous avez utilisée, l'art du doute. Donc comment pouvons-nous vraiment développer cet art du doute, surtout de nos jours, avec l'augmentation de l'intelligence artificielle et l'étendue des fake news. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel nous pourrions élaborer ces outils d'intelligence artificielle qui pourraient peut-être plus nous aider ou au contraire pousser la désinformation. Merci infiniment. Je vais donner la parole maintenant à Stefano. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tous les deux, nous allons vous parler un peu du contexte en Italie. Donc, on va parler de désinformation, l'âge de la désinformation. Nous tendons à penser à cette désinformation comme quelque chose de nouveau. En réalité, la désinformation est aussi ancienne que la civilisation. Je vais donner un simple exemple. Si vous regardez cette belle image, eh bien, elle raconte une histoire. La seule chose que cela raconte, ce n'est pas une vraie histoire. Moi, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a 3000 ans, un pharaon appelé Ramsès est parti en guerre. Alors, il était dans une ville qui s'appelle Kabesh. C'est une localité entre la Syrie et le Liban, maintenant au Liban. Et regardons cela de cette manière. Pour Ramsès, la guerre ne s'est pas bien terminée. Il a de peu échappé à la mort. Mais en réalité, lorsqu'il est rentré de la guerre, chez lui, il a réalisé cette sculpture magnifique. Alors, c'est la personne ici que vous voyez, le personnage gravé dans la pierre. En fait, il prend une revanche sur l'ennemi et déclare la victoire. En fait, personne à l'époque n'a voulu dire le contraire, qu'il n'avait pas été victorieux. Mais en fait, toute personne qui est au pouvoir, eh bien, autour de tout ça, il y a de la désinformation. Tout le monde l'a utilisée pour garder ou maintenir sa position. Et les outils, les objets de cette désinformation étaient tout d'abord les sujets, les civilisations, les populations. Dans un autre contexte que j'aimerais mentionner avant de passer à l'Estonie, c'est la manière dont cette désinformation est dangereuse pour la démocratie.
Vous en avez déjà parlé et vous nous avez dit que l'un des objectifs de cette désinformation est de diviser les citoyens, ne pas penser à des personnes qui pourraient avoir de différentes idées, mais penser à ces personnes comme des ennemis, une logique ennemie, comme des personnes qui ne peuvent pas se parler les uns aux autres. Donc, c'est dangereux pour la démocratie parce que dans une démocratie, les gens se parlent. Dans une démocratie, l'opposition, aujourd'hui, peut passer au gouvernement demain. Donc, en fait, la désinformation ne souhaite pas nécessairement croire à quelque chose qui est différent de la réalité, mais ça peut être un objectif maximum. Le minimum serait de créer un doute. Il souhaite que vous ne soyez plus capable de distinguer le vrai du faux. Le doute suffit, car, à nouveau, vous ne savez vraiment pas quelles sont les références. Et le gros problème avec la désinformation, c'est qu'elle est bien plus dangereuse dans des sociétés démocratiques, parce que les sociétés démocratiques ont un espace ouvert pour l'information, ce qui veut dire que la désinformation peut facilement trouver des failles ou s'insérer, et de manière tout à fait normale parmi les informations légitimes. Alors maintenant, on va voyager vers l'Estonie. Si je vous pose une question honnête, que cela ne vous perturbe pas, combien d'entre vous savent comment localiser l'Estonie sur une carte? Ah, c'est déjà un bon nombre. Bravo, bravo. Alors j'espère que d'ici la fin de notre discussion, vous serez encore plus capable de le localiser efficacement. Alors, quelques données sur notre pays. L'Estonie est un très vaste pays. Nous avons 1 300 000 habitants. L'Estonie, après avoir été occupée par l'Union soviétique pendant plus de 40 ans, a regagné son indépendance en 1901 après une longue occupation soviétique. Et il y a des minorités qui parlent russe, qui descendent de cette occupation russe. En 2004, l'Union européenne et l'OTAN, en parlant de ces... D'ailleurs, ma collègue va vous parler de ces minorités russes un peu plus tard. Si vous regardez la carte, vous voyez notre grand voisin à l'est, la Russie. Pour vous donner un exemple, la Russie est 100 fois plus grande en population que l'Estonie. Comme vous le savez, c'est le plus grand pays dans le monde en termes d'extension. Après avoir perdu son empire soviétique, l'Estonie a été une source de mésinformation. Et très souvent, cette mésinformation a été disséminée par le contrôle du Kremlin qui joue avec l'histoire, la mémoire et même la légitimité de l'Estonie comme État. Alors, il y a beaucoup de fake news, de mésinformations qui sont disséminées et la cible principale est la population qui parle le russe en Estonie. Je vais vous donner quelques exemples sur la manière dont cette information ne peut pas être simplement problématique, mais dans une certaine mesure, elle peut même avoir des impacts néfastes sur la vie des populations. Je vous ramène à l'époque du Covid. Je suis certain que vous vous en rappelez avec une grande joie. Alors, pendant la période Covid, les médias dirigés par l'État russe disaient que la Russie produisait des vaccins qui n'étaient pas autorisés dans l'Union européenne et qui étaient les meilleurs vaccins pour faire face au Covid. D'autre part, ils ont commencé à disséminer de l'information sur les vaccins produits par l'Ouest. Alors, l'idée est de créer une sorte d'incertitude au sujet de ces vaccins. Vous voyez deux cartes ici, et la carte en haut vous montre la distribution des populations, la répartition des populations parlant le russe en Estonie, qui écoutent les médias russes. En plus foncé, plus la couleur est foncée, plus vous avez de personnes parlant le russe. Et en dessous, vous avez la carte en vert, donc avec le pourcentage de population vaccinée en Estonie. En fait, ce que vous allez voir, c'est que parmi ceux qui parlent le russe, la vaccination était moins évidente que parmi ceux qui ne parlaient pas russe. Alors, et à la fin, donc, en fait, malheureusement, beaucoup d'Estoniens parlant le russe sont morts du Covid.
Quel outil peut être utilisé pour contrer cela? À nouveau, nous avons vu que l'interférence des médias, ceux qui étaient contrôlés par le Kremlin, contrôlés par l'État, ceux qui sont visés par l'État et surveillés, ceux-ci disséminaient des informations fausses et visaient les minorités et vraiment essayer de détruire la cohésion sociale. Donc, bannir cela, c'était une option. C'était le cas même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les idées que les Estoniens ont trouvées après notamment l'invasion de la Crimée et dans l'est de l'Ukraine, c'était de trouver une alternative interne à l'Estonie. Donc, il y a une chaîne de télévision publique en russe qui était une alternative à ces désinformations extérieures. En fait, c'était 1/10 du budget de la télé, mais en fait, c'était pour contrer ces informations russes et de raconter les véritables histoires des personnes, des activités, des entreprises, pour impliquer les communautés. Et en fait, ce n'était pas simplement un copier-coller de ce que l'on trouvait dans les médias russes, mais c'était une bonne façon de créer quelque chose de différent, de local, une narration locale par rapport aux étrangères. La dernière histoire que je voulais vous raconter, alors, c'est à propos de cette femme que vous voyez ici. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Vous connaissez cette femme? Ah, formidable, une personne. Moi aussi, je la connais. Non, pas personnellement comme amie, mais cette femme est l'ancienne première ministre d'Estonie. Alors, elle sera probablement la représentative de l'Union européenne pour les politiques sécuritaires. Et elle a été récemment au cœur d'une campagne de désinformation. Vous voyez des photos qui sont dupliquées sur ces différentes pages. Eh bien, en réalité, alors ceci a été partagé par des comptes appartenant au Kremlin et d'autres réseaux sociaux le jour après sa candidature comme haute représentante à l'Union européenne. Alors, ça, c'était disséminé par des médias qui appartenaient au Kremlin, dirigés par le Kremlin. C'était elle avec sa famille sur les photos. Et en fait, ce que vous voyez, c'est toute l'histoire autour de cela. Elle déteste la Russie. Vous voyez comme elle était heureuse du temps de l'Union soviétique. Elle a réussi à obtenir des meubles, des privilèges. Voilà. Donc, en fait, il y a quelques autres points qui ne sont pas alignés avec cela. Cette photo, en réalité, a été prise quelques ans après l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, en fait, cela ne raconte pas une histoire soviétique. La deuxième, c'est que les meubles de la famille étaient de l'époque où l'Estonie n'était pas encore occupée. Donc, voilà. Pour réfuter cette histoire, ses grands-parents avaient été déportés par les soviets et envoyés en Sibérie. Donc, en dépit de la possibilité de réfuter ce qui a été raconté, en fait, il y a des trolls, donc russes, qui ont continué à disséminer cette histoire. Et vous voyez différentes éditions de la Pravda. Donc, l'histoire a même été traduite par l'intelligence artificielle. Donc, ce n'étaient même pas des individus derrière. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont des solutions qui pourraient être intéressantes et d'une certaine manière, l'Estonie peut les partager avec d'autres pays. Voici d'autres idées. La première, lorsque des commentaires sont postés dans des réseaux sociaux ou des médias tels que les journaux, l'authentification est nécessaire. Il ne s'agit pas de s'auto-censurer, mais de savoir qui a écrit quelque chose. Ensuite, un autre point, moi, j'essaye la meilleure façon de définir cela. Je ne veux pas utiliser le terme web police ou police de l'Internet parce que ça pourrait être un peu intimidant. Mais en fait, dans chaque comté de l'Estonie, il y a un contact dans un centre de police qui peut vous aider si vous faites l'expérience de désinformation.
Si cela passe sur Internet, vous pouvez contacter quelqu'un qui est un membre des forces de police et qui peut vous aider. Nous avons étudié, nous avons présenté la cyberhygiène dans les écoles et ça, c'est quelque chose que Cécile et Virginie ont dit qui peut aider, qui peuvent être des outils de lutte contre la désinformation. Ce sont de très bons outils pour vérifier les faits qui sont acceptés au niveau des populations. Et donc, ce que vous voyez ici, Proper Stop, donc ça, c'est quelque chose qui est assez populaire et je pense... Ce n'est pas de la poudre à laver, non. En fait, c'est l'outil idéal pour laver la propagande et l'éliminer de l'Estonie. Donc, en fait, nous avons mis à l'échelle des idées, nous avons essayé de partager les bonnes pratiques. Avec le centre d'excellence, nous partageons leurs idées et nous avons des réseaux de médias qui sont, dont on peut garantir les bonnes pratiques. Et donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Stefano, pour ce voyage, grâce à votre présentation. Et merci d'avoir donné ces exemples pratiques. En fait, ce que je voulais faire, c'est revenir sur votre dernier point de bonnes pratiques et leçons à retenir. L'Estonie est un petit pays, mais à nouveau, avec notre proximité géopolitique, vos voisins ont également une bonne expérience quand on parle de cyberattaques, mais également contrer ces mésinformations. Alors peut-être pourriez-vous ou pourrons-nous, à la fin de notre discussion de panel, élaborer plus avant sur ces leçons apprises et ces exemples, ces bonnes pratiques qui pourraient être utilisées dans d'autres États membres comme la France, surtout aujourd'hui avec les développements géopolitiques et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Miley et lui donner la parole pour continuer sur les études de cas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais poursuivre là où Stefano s'est arrêté et vous dire quelques mots supplémentaires sur la désinformation. Alors, peut-être avec un focus peut-être plus avant, en se concentrant sur le problème des minorités. Alors, tandis que je vais parler en prenant le point de vue de l'Estonie, eh bien, il y a les minorités russes et je sais que certains d'entre vous peuvent penser à un autre exemple en France. Si vous venez d'un autre pays, vous pourrez nous dire quelles seraient des situations semblables et la manière dont ça peut être appliqué dans votre cas également. Alors, tout d'abord, ça, c'est peut-être la diapositive la plus détaillée. Le reste seront des images, je vous promets. Alors, réfléchissons ensemble, tout d'abord, à ce que cela veut dire lorsqu'on parle de minorités qui pourraient être plus vulnérables à la désinformation que des citoyens lambda. Alors, ça, c'est une liste que j'ai mise ici avec 8 points. La liste pourrait être étendue. Vous pourrez penser à d'autres problèmes par rapport à votre expérience. Vous pourrez toujours ajouter des points à cette liste, mais parcourons-la rapidement. Premièrement, le point le plus évident, la barrière de la langue. Bien entendu, toutes les personnes qui vivent dans un pays doivent parler la langue du pays, c'est évident, mais parfois, et dans le cas des minorités, la langue officielle du pays n'est pas forcément votre langue natale. Donc, l'étendue ou votre capacité à parler cette langue peut limiter votre accès aux informations. Vous aurez peut-être tendance à chercher des informations dans votre langue natale, mais si ce n'est pas la langue officielle du pays, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez peut-être des difficultés à trouver ces sources fiables d'informations pour savoir ce qui se passe dans votre ville, dans votre comté, dans votre
dans votre corps, dans votre pays. Donc il y a la barrière de la langue qui est vraiment un des problèmes clés et tout le reste en découle. Donc on a déjà discuté le problème des médias. Si vous ne parlez pas la langue très bien, ou si vous préférez suivre les actualités dans une langue différente, eh bien, vous finirez peut-être par utiliser des sources alternatives et prêterez moins attention aux médias principaux. Donc, on parle de réseaux sociaux et si j'ai bien compris, aujourd'hui, les personnes lisent de moins en moins les journaux. Où ils ne regardent pas forcément la télé. On a surtout les informations sur les réseaux sociaux, différents comptes qui viennent de personnes qui partagent les actualités, ces nouvelles. Ce sont les personnes en qui nous avons confiance, mais ce ne sont pas les réseaux principaux et ne partagent pas les sources principales non plus. Donc il y a des réglementations pour présenter des informations. Il y a une façon de partager les informations. Il est important de savoir quelles sont les sources utilisées. Donc j'ai parlé des réseaux sociaux, mais peut-être du point de vue des minorités en particulier, nous pouvons penser aux problèmes de communautés ou groupes qui ne parlent pas la langue officielle nécessairement. À nouveau, l'information sur des groupes Facebook, sur d'autres types de groupes, si quelqu'un dit « Ah, j'ai vu cette voiture, c'était un peu suspect, il y a peut-être des personnes dangereuses ». Donc c'est difficile de vérifier ce type d'informations. Je dois accélérer, me semble-t-il. Alors, un fact-checking limité, ou donc une vérification des faits, devient de plus en plus commune dans un bon nombre de pays, mais alors c'est également fait dans la langue officielle et peut-être pas disponible dans les langues minoritaires ou des minorités. Donc ça peut être problématique. Ensuite, le cinquième point que j'ai ici, et peut-être que nous pourrons le regarder avec le 6, les disparités socio-économiques et la marginalisation politique. Il y a des études qui montrent que les minorités sont très souvent en position bien plus vulnérable, en tout cas d'un point de vue socio-économique. Elles ont moins d'accès à des opportunités d'emploi, peut-être parce qu'elles ne parlent pas non plus la langue, à cause de la région dans laquelle elles vivent. Donc il y a des différences socio-économiques qui ont lieu au sein de la société et cela peut mener à cette marginalisation politique. Il n'y a pas de représentation politique pour ces groupes parfois et ces groupes minoritaires pensent que leur opinion n'est pas prise en compte. Donc vous voyez à quel point tous ces points peuvent faire boule de neige. Lorsqu'on commence par ne pas parler la langue, eh bien, cela mène à d'autres risques potentiels. Maintenant, un point très spécifique où les minorités pourraient devenir des cibles. On voit beaucoup d'opportunités. Si quelqu'un le souhaite, il peut délibérément cibler ces groupes en particulier et disséminer de fausses informations. Comme nous en avons déjà parlé, alors ce n'est peut-être pas des informations qui sont complètement fausses. Il y a différents niveaux. On peut prendre des points réels, mais simplement les présenter d'un point de vue particulier ou de façon biaisée. Donc il y a deux images, elles sont très petites à l'écran ici, deux choses que je voulais partager avec vous pour vous faire réfléchir. Et avant que je partage quelque chose qui appartient au contexte estonien. Vous voyez l'image à gauche ici? Tout le monde sait de qui il s'agit à l'image, n'est-ce pas? En dessous de l'image, ce que vous voyez,
Alors un fil de discussion. Un fil de discussion, quelqu'un demande « Est-ce que ça a été photoshopé ?» La personne répond « Non » et la conversation continue. Taylor Swift, en fait, est allée en Afrique pour prendre cette photo où elle mange une glace devant des enfants affamés. Si l'on réfléchit à ce dont on a discuté au début de la conversation sur la distinction entre la mésinformation et la désinformation, eh bien, cette photo avec Taylor Swift, on peut se dire qu'il ne faut pas aller avoir une intention délibérée nécessairement pour causer du tort. Bien entendu, cela peut faire du tort à son image, mais si vous réfléchissez maintenant en termes des minorités, eh bien ça c'est un très bon exemple sur la manière dont on peut parler de racisme ou agiter ces sujets et augmenter la défiance dans la société et la méfiance. Donc, même si ça n'a pas été très bien photoshopé, on peut voir que les racines sont profondes et on voit ce que cela peut disséminer comme fake news. Donc la photo à droite dit que c'est en Italie parce que tout le monde a le Covid et il n'y a plus de place dans les hôpitaux, donc les personnes sont dans les rues. Voilà ce que le titre disait. En réalité, il y a des personnes malades dans la rue, mais la photo provient de la Croatie, d'une époque antérieure, lors d'un tremblement de terre où les personnes ne pouvaient pas rester à l'intérieur des hôpitaux et il fallait qu'elles se rendent dans les rues. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui est vraie, mais c'est déplacé, ce n'est pas le vrai contexte et on peut donc rattacher ça à d'autres choses. Maintenant, je vais rapidement passer à autre chose et je vais parler du contexte estonien que je voulais vous présenter ici pour vous donner quelques exemples. Nous avons parlé de la propagande russe dans le cas de l'Estonie. Ici, voici un exemple et j'ai exprès pris un exemple qui est plus ancien. Il remonte à 2017. L'histoire est la suivante. Quelqu'un, une femme estonienne, a écrit aux autorités en disant, c'est une vraie histoire. Donc cette femme estonienne a écrit aux autorités en disant qu'ils avaient besoin de faire un meilleur travail à protéger l'héritage et la culture estonienne et peut-être que nous devrions prendre en compte la manière dont les cimetières sont utilisés. Alors, les médias russes en sont saisis, ils ont interprété cela de telle manière qu'ils ont dit que les Estoniens ne veulent pas être enterrés dans les mêmes cimetières que les Russes, que c'est interdit d'enterrer les Russes au même endroit. Donc cela semble peut-être ridicule, mais si vous parlez le russe dans une région d'Estonie, que vous ne parlez pas l'estonien et que vous ne pouvez pas suivre les médias grand public dans le pays, eh bien cela peut vraiment être la cause et cela peut vraiment agiter ou augmenter cette haine. On voit différentes actualités, différentes tentatives. Comme discuté par Stefano, il y a un flux continu qui, petit à petit, continue de renforcer cette impression-là. Et plus vous avez de méfiance entre les communautés, eh bien plus ces fake news peuvent se disséminer. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Nous pourrons toujours retourner à certaines statistiques que vous vouliez nous montrer lors de notre temps de questions-réponses. Et je vais déjà parler un petit peu des questions. Dans le cas de Stefano, j'aimerais qu'il nous dise comment cela pourrait être appliqué dans un contexte plus large.
pourriez peut-être partager avec nous quelques caractéristiques spécifiques dans le contexte estonien de la désinformation, gardant à l'esprit, bien sûr, les minorités russophones. Alors, pendant que nos intervenants réfléchissent à ces questions et à leurs réponses, Cécile, je parlerai des implications du mélange ou de la confusion entre mésinformation, désinformation, les conséquences de cette confusion. Pour Virginie, nous allons parler des outils et comment l'intelligence artificielle peut nous aider à combattre la désinformation. Stéphano, j'ai déjà parlé donc des leçons à tirer et des caractéristiques pas pratiques ou caractéristiques plutôt dans le cas de l'Estonie. Donc, alors que vous préparez vos réponses, j'aimerais à présent me tourner vers nos étudiants qui ont également travaillé pendant l'été sur ce sujet pour étudier les différents cas d'études. Nous avons ici des représentants de 2 groupes d'étudiants qui ont fait un très, très bon travail. En fait, tout le monde a fait un très bon travail, mais que certains ont fait un travail excellent. Et j'aimerais à présent vous donner la parole, si vous voulez bien vous présenter votre projet en 3 minutes maximum. Je pense que nous avons des micros dans la salle. Je ne sais pas si celui-ci va marcher. Vous pouvez également vous lever et venir au micro. Bonjour à tous. Je suis Hannah, représentante de l'Université de Tartu. Je suis ici pour présenter l'expérience que nous avons retirée de ce projet. Le titre, c'était la mauvaise interprétation de l'OTAN par la Russie, à l'évidence. Et notre objectif était de nous focaliser sur la région baltique et la région russe. Et nous avons étudié des groupes Facebook et analysé les similitudes entre les différents récits partagés par les russophones dans ces communautés, dans les pays baltes. Et l'objectif était vraiment d'augmenter, de polariser vraiment les communautés et de diviser les communautés. C'était ça l'objectif. Donc, un des traits principaux, c'était de représenter l'OTAN comme une organisation agressive en disant que l'OTAN a déployé donc ses forces militaires dans les régions frontalières. Ils utilisent également des récits historiques pour communiquer ces désinformations négatives contre l'OTAN, donc en disant que c'est l'OTAN qui est l'agresseur, en disant également que l'OTAN ne tient pas ses promesses de ne pas s'étendre, de ne pas élargir son territoire. Donc, toutes ces actions, bien sûr, ont impacté les communautés. Et les recettes de cette désinformation étaient la même dans toutes ces régions. J'ai trouvé des informations importantes dans les groupes pour dire qu'ils se comparaient, ils se considéraient comme des compatriotes, notamment dans la région baltique. Et donc, tous ces mécanismes sont utilisés justement pour polariser les personnes et pour changer leur perception et leur comportement. C'était ça l'objectif de cette désinformation. Donc, à la fin de cette recherche, nous avons compris vraiment l'importance des informations contradictoires dans cette région, ainsi que les mécanismes qui ont été utilisés. Voilà un petit peu un résumé ou une introduction de ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet de recherche. Nous sommes ravis d'être ici. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez parler en français. Bonjour à tous. Je viens de France, mais j'étais étudiant à l'Université de Tartu en Estonie pendant toute cette période avec Alice et Nole. Nous avons donc travaillé sur ce même projet. Notre sujet était la désinformation russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais je peux parler en français. Donc, nous avons travaillé sur le contexte de la désinformation russe dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et ce qu'on a trouvé, nos principaux résultats ont été que la France et l'Estonie, bien que ce soit 2 pays qui sont unis par un membership commun de l'Union européenne et de l'OTAN,
Ce sont deux pays qui ont des expériences très différentes avec la désinformation, mais aussi avec la désinformation, mais aussi la Russie et les relations qu'elles ont eues avec. L'Estonie est un pays qui, malgré sa taille, est un leader dans la lutte contre la désinformation, car elle en a l'habitude depuis très longtemps, ayant obtenu son indépendance dans les années 90, donc il y a très peu de temps, et ayant dû très vite s'adapter à une nouvelle dynamique avec son voisin à l'Est. Donc, en réponse à ça, il y a eu cette spécialisation de l'Estonie sur le domaine de la lutte contre la désinformation et en particulier de la lutte contre tout ce qui peut être attaque en ligne, cyberattaque et autres choses similaires. En France, on n'a pas vraiment cette expérience et on a toujours eu des relations avec la Russie plutôt pas cordiales, parfois froides, mais toujours, on va dire, avec une sorte de respect mutuel. Et ça nous a amené à souvent être victimes plus facilement des informations russes qu'on ne voyait pas vraiment comme une réelle menace. Et aujourd'hui, ça se traduit par une certaine fébrilité face aux attaques russes. Ce qu'on peut apprendre donc de l'Estonie, malgré que ce soit un État un peu plus petit et moins, on va dire, avec une importance un peu moindre, entre parenthèses, sur la scène internationale, c'est déjà l'apprentissage, l'idée de faire rentrer dans l'éducation, bien qu'on l'ait fait en France à une moindre échelle, faire rentrer dans l'éducation le combat contre la désinformation. L'éducation à comment éduquer les jeunes à comment consommer de l'information sur Internet, à comment être critique avec l'information qu'ils consomment sur Internet. Mais ça, malheureusement, c'est un travail de longue haleine, c'est sur le long terme. On ne pourra pas faire ça en quelques années, en quelques mois. Ça se fera sur une dizaine d'années, voire plus, en faisant en sorte que les générations précédentes soient éduquées et que les futures soient éduquées aussi. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est avoir une collaboration intergouvernementale plus poussée, avoir des panels d'experts qui se rencontrent, qui peuvent discuter ensemble, profiter des frameworks mis en place par l'Union européenne, par exemple, qui nous permettent et par l'OTAN aussi, évidemment, qui permettent à des experts et à des diplomates, à des personnes avec de hautes responsabilités dans l'État, de pouvoir se rencontrer et apprendre de l'autre. Et aussi, évidemment, quelque chose de très important, c'est à long terme, voir les problèmes de désinformation et de comment contrer la désinformation comme des domaines dépolitisés. Enlever la question de clivage politique du combat contre la désinformation. Et c'est en faisant ça qu'on va pouvoir, d'après nous et d'après nos recherches, arriver à une meilleure compréhension de comment se battre contre la désinformation, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine. Thank you so much. Thank you to our students. Merci à nos étudiants qui ont fait un très très bon travail. Merci aussi pour cette collaboration avec les étudiants. J'aimerais donner à présent la parole à nos panélistes pour répondre aux différentes questions que je leur ai posées. Ensuite, vous aurez le temps vous-même de poser vos questions. Alors d'abord, nous allons commencer avec Cécile pour nous donner plus de précision sur la question que j'ai donc posée, c'est-à-dire quels sont les dangers et les conséquences de cette confusion entre la mésinformation et la désinformation. Si vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Okay, maybe then I could move on to. Désolée, j'écoutais pas, pardon. J'étais partie ailleurs sur justement la désinformation. Je ne sais pas si on m'entend. Si, voilà. Quels sont les risques, c'est ça, liés à la désinformation? Je pense que Stefano l'a évoqué tout à l'heure. Les risques, c'est déjà, on va essayer de nuire. On peut reprendre le terrain de l'Ukraine, enfin de l'Estonie et de la Russie. On voit bien que là, il y a des attaques pour aussi fissurer les communautés. Tout ce qui est lien dans la société, la démocratie. Donc voilà un des risques.
Les risques, Stefano, il a dit à un moment, enfin, sur la slide, la désinformation peut tuer. Alors évidemment, ça peut être peut-être une formule un peu violente, mais effectivement, ça peut tuer. Moi, je reprends des exemples. Moi, j'ai travaillé sur la désinformation alors depuis longtemps. J'ai une formation de journaliste, j'ai une formation de sociologue, donc je connais bien les métiers de la presse. Je ne dénigre pas le monde des médias, j'essaie de le comprendre, etc. Et dans la formule, de ce qu'a dit Stefano, la désinformation peut tuer, effectivement, ça peut paraître un peu violent, mais essayez de vous remettre dans le contexte du coronavirus, de la Covid, etc. Il y a eu beaucoup de désinformation, notamment au début de la Covid en 2020, aux États-Unis. Je reprends encore l'exemple des États-Unis parce que la désinformation des États-Unis, elle est quand même assez costaud. Il y en a beaucoup, surtout ces temps-ci avec Donald Trump. Et il y a eu une désinformation assez virulente qui disait que pour soigner la Covid, il fallait boire de l'eau de Javel. Alors évidemment, vous dites comme ça, boire de l'eau de Javel, ça paraît un peu aberrant, on peut se poser la question, mais il y a des personnes qui ont bu de l'eau de Javel. Et il y a eu des personnes, je crois qu'il y a eu un décès, il me semble, il y a eu des malades. Donc oui, ça peut avoir des incidences sur le corps, sur les esprits, on parle beaucoup d'esprit, mais aussi des incidences sur le corps. Donc la désinformation, il y a plein de risques, je ne vais pas évoquer tous les risques, mais c'est justement fissurer des communautés. La notoriété aussi, la notoriété de quelqu'un. Je reprends encore l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, il diffuse beaucoup de désinformation. Il attaque beaucoup le camp adverse, Kamala Harris. Il a aussi attaqué Hillary Clinton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Pizzagate. Le Pizzagate, c'est qu'il y a eu une désinformation assez importante qui disait qu'il y avait une pizzeria dans un État américain où dans les sous-sols de la pizzeria, il y avait des clubs, entre guillemets, pas d'échangistes, mais de pédophiles. Et tout ça dans un complot organisé avec notamment Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton, cette désinformation, elle la marque à jamais. Elle est marquée à jamais. Donc il y a aussi une atteinte sur la personnalité, sur ce que vous représentez. Donc il y a aussi un dénigrement et une attaque sur la personne, que ce soit sur ses pensées, mais aussi sur son physique, etc., sur ses liens, etc. Donc la désinformation, il y a beaucoup de risques. Je ne peux pas tous les lister, mais vous comprenez bien que, moi j'insiste sur ce lexique, tu dis tuer, dans le lexique de guerre. On est bien dans une guerre de l'information. Je pense qu'en France, effectivement, en Estonie, ils ont bien compris plus longtemps. Quand on lit les projets, les rapports, on comprend bien. En France, on n'a pas compris qu'il y avait une guerre de l'information. On n'a pas compris qu'on était attaqué aussi en France. On est attaqué par les Russes. Le président Emmanuel Macron, il a été attaqué régulièrement par les Russes. Tout ce qui a été communauté Israël, palestinien, alors je ne fais pas partie, voilà, mais néanmoins, vous voyez bien qu'on a essayé de fissurer ces communautés, d'opposer ces communautés. Donc là, on n'est plus dans le vivre ensemble. Je pense que vous le connaissez, vous avez vu les principes de 1789, la Déclaration des droits de l'homme. En France, c'est quand même un pays qui défend normalement les droits de l'homme. Pensez bien que là, on est attaqué dans notre vivre ensemble. Donc, on menace notre paix. Donc, c'est plus une situation de guerre, peut-être de conflit, où on est dans les tranchées, etc. Mais quotidiennement, la France est attaquée par cette attaque de désinformation et orchestrée principalement aussi par les Russes. Merci Cécile. Je vais donner à présent l'occasion à chacun de répondre à ces questions. Et si vous voulez bien sûr commenter ce que les uns ou les autres ont dit, essayons de le faire, mais soyons brefs pour que nous ayons le temps de prendre les questions de notre public. Alors, pour répondre à la question de l'utilité ou au contraire de la menace de l'intelligence artificielle dans cette guerre informationnelle, il y a 2 points qui sont importants à garder à l'esprit. Le premier, c'est que déjà le terme intelligence artificielle devrait être changé parce que ce qu'aujourd'hui les ordinateurs sont capables de produire n'a rien à voir avec l'intelligence, celle que nous, on a dans notre tête en fait. Donc aujourd'hui, les ordinateurs ne peuvent que reproduire, mais vraiment, c'est-à-dire copier, coller, ce qu'ils arrivent à comprendre, entre guillemets, de ce qu'est l'humour, de ce qu'est une envie, une émotion, de ce qu'est une idée politique, etc.
Mais on est bien loin de ce qu'un être humain est capable de produire en termes de processus intellectuels. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut davantage les considérer comme étant des aides à la décision sur des tâches automatiques, répétitives, de synthèse, etc., où ils sont effectivement très efficaces en termes de gain de temps, mais on n'est pas encore arrivé au moment où la machine va prendre l'ascendant sur l'homme. Grâce à ce qu'on a dans la tête, notre cerveau, qui est quand même une machine assez surpuissante. Hein. Je pense qu'en tant que psychologue, on est bien placé pour savoir que cet esprit critique, on peut le cultiver par l'éducation avant tout. Je crois en l'éducation de vous, les jeunes. Votre génération et celle qui va suivre va être celles qui vont prendre les décisions politiques à venir. Et donc, c'est sur vous, en fait, qu'il faut qu'on mise et développer votre esprit critique, votre éducation aux médias et à l'information par des entraînements, des sensibilisations, des exercices qui vous permettent d'affûter vos connaissances, mais aussi de développer ce qu'on appelle des compétences de synthèse, des compétences de prise de décision, des compétences d'évaluation de l'information et peut-être le plus important, d'avoir ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire être capable de penser sur ses propres processus de pensée, c'est-à-dire se regarder dans un miroir et dire moi en fait cette information elle me plaît bien et j'ai envie d'y croire, du coup est-ce que c'est bien de réfléchir comme ça, est-ce que j'en sais suffisamment sur ces points, est-ce que je ne devrais pas davantage réfléchir avant de décider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est peut-être l'idée la plus importante à garder aussi de ce que j'ai pu développer tout à l'heure, c'est que quand une information elle rentre dans notre système de pensée, d'une manière ou d'une autre, elle l'influence. Implicitement, inconsciemment ou bien directement. Mais une information qui rentre est une information qui modifie la structure de nos pensées pour la suite, en fait. Donc, savoir se prémunir de la désinformation, de la mésinformation, et pas seulement la corriger et la transformer, c'est vraiment le premier barrage, c'est-à-dire stop, j'arrête d'aller sur tel réseau parce que je sais, par exemple, que sur tel réseau, je suis exposée à tel type d'information qui vient ensuite changer de manière pernicieuse ma façon globale de penser. Thank you so much, Virginie. Merci Virginie. Je vais essayer d'être rapide, comme cela a déjà été dit. Comment vous aider par un exemple précis? D'abord, on doit comprendre que c'est un défi que rencontrent toutes les démocraties. Nous sommes tous dans le même bateau. Les démocraties, ce sont les pays non démocratiques qui ont peur justement de la guerre, les autres pays de l'information, parce que les pays qui n'ont pas cette démocratie, les peuples peuvent avoir peur et se dire pourquoi nous n'avons pas cette démocratie. Donc l'Estonie est un petit pays, plus d'1,3 million d'habitants, mais et les meilleures pratiques peuvent peut-être ne pas être partagées parce que vous dites que la taille importe, mais dans les petits pays ou les grands pays, il y a peut-être plus de ressources. Plus les gens investissent de l'argent, plus ils peuvent lutter contre ces problèmes. Un autre point important, nous pouvons effectivement avoir les outils les plus sophistiqués, les meilleures tentatives de contrer ces mésinformations pour avoir un espace médiatique qui soit relativement propre, mais pour avoir ces deux choses qui sont vraiment en haut de la liste. D'abord, la première chose, c'est que les institutions doivent être dignes de confiance, tout d'abord, c'est-à-dire que les institutions qui peuvent connecter les citoyens à la politique doivent être un terrain commun que les citoyens peuvent reconnaître. Deuxièmement, l'élite, c'est-à-dire les personnes qui dirigent le pays, doivent pouvoir discuter, débattre des
question de politique et doit pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'est la bonne information et la désinformation pour l'avantage politique. Et dernière pensée, premièrement, les outils technologiques que nous possédons, je suis tout à fait d'accord sur la définition de l'intelligence artificielle. Oui, l'Estonie pourrait effectivement partager son expérience sur la technologie numérique. Nous sommes censés être le premier pays dans ce sens, mais nous devons aussi comprendre que la technologie n'a pas réellement changé l'objectif de la désinformation, de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies et de les disséminer parmi les peuples pour conduire au manque de confiance. Ce que la technologie a changé, c'est simplement l'utilisation de certains outils. Si une chose peut être utile de la part de l'Estonie pour les autres pays européens, comme il a été mentionné, c'est peut-être parce que nous avons rencontré justement des défis dans notre histoire, et même dans notre histoire plus récente. Nous sommes peut-être plus conscients des menaces potentielles contre notre démocratie et contre notre société. C'est ce que je pourrais partager à ce stade. Miley? Oui, merci. Je vais également saisir cette occasion pour revenir sur une de mes diapos, une de mes planches, parce que ce sujet qui parle justement des caractéristiques spécifiques dans le cadre de l'histoire de l'Estonie concernant la définition de la désinformation et de la mésinformation. Ici, sur ce graphisme, vous voyez un petit peu le soutien à l'OTAN au cours des 2 dernières années en Estonie. Premièrement, vous n'avez pas besoin de voir les chiffres, mais vous pouvez voir la courbe qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Vous voyez une différence assez significative. Environ 90%, ça c'est la courbe supérieure, et en dessous, une courbe qui représente moins de 50% à l'OTAN. Donc le soutien à l'OTAN parmi les Estoniens, c'est la courbe supérieure, et en dessous, parmi les autres nationalités qui vivent en Estonie, et donc leur niveau de confiance envers l'OTAN est la courbe inférieure. Cela parle vraiment de ce que les étudiants ont dit, cela parle également de ce que nous avons évoqué ici. C'est un élément clé de la désinformation, c'est-à-dire de créer un manque de confiance. Vous voyez ici sur ce graphisme qu'il y a eu une méfiance vis-à-vis de l'OTAN qui a été créée ou qui a toujours été là. Et peut-être que l'écart maintenant est en train de se resserrer, mais tout doucement, entre ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance en l'OTAN en Estonie. Donc cela peut nous aider à comprendre quels sont les différents points de vue et ce qui peut être fait pour ramener ensemble la société. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'aurais beaucoup plus à dire encore, mais nous allons maintenant écouter les questions de notre public. Donc à présent, je veux ouvrir la parole à notre public. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, en français. Vous avez peut-être des questions que vous voulez adresser à nos intervenants. Nous avons quelques micros dans la salle. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Déjà pour commencer, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que nous, on n'a pas dormi pratiquement. On est venu de Paris avec un groupe de jeunes. On est 2 groupes, un dans un autre atelier et un ici, présent avec moi. Moi, je suis directeur jeunesse, mais je me suis engagé depuis longtemps sur la question de vivre ensemble. On a une association qui s'appelle Jalons pour la paix. Alors, je suis venu vraiment avec quelque chose que je peux qualifier de pessimisme sur cette question-là, et je vais vous dire pourquoi par rapport à ce que j'entends. Et je suis très content de votre dernière intervention. On avait l'impression que vous travaillez avec moi par rapport à ce qu'on dit aux jeunes. La chose la plus importante, c'est de monter en compétence. C'est de monter en compétence pour essayer de déchiffrer ce qui se passe dans notre monde et d'aspirer à d'être parmi les décisionnaires pour prendre des bonnes décisions parce qu'on transmet des bonnes valeurs. Sauf que lorsqu'on est comme moi et on travaille sur l'éducation, la pédagogie, l'andragogie, on a quand même tendance à transmettre des valeurs aux jeunes, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs qui sont plutôt positives. Et là, on a l'impression qu'on doit les préparer aussi à un monde qui n'est pas terrible. Et d'ailleurs, nous-mêmes, accompagnateurs, parfois, on tombe dans le piège de la désinformation, de la mésinformation. Et je vous remercie pour l'image que vous avez montrée de cette femme artiste avec le cornet de glace. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, par exemple, je viens du nord du Maroc, c'est mes origines, et je suis à côté d'une ville où l'aéroport, il s'appelle Ebnou Battuta. Ebnou Battuta, il est connu parce qu'il a fait une des premières
première personne qui a fait le tour du monde. Et j'ai eu des articles et des articles où on dit c'est lui qui a découvert les États-Unis, c'est pas Christophe Colomb. Tout de suite, moi, j'ai cru. Parce que ça me faisait du bien. On a tous cette subjectivité-là qui nous interpelle. Alors là, ce n'est pas très grave. Ah, d'accord. Pardon, monsieur, dame, le traducteur. Désolé. Parce que j'ai parlé vite, alors je suis désolé. Voilà, je dis, on est un petit peu patient quand on fait ce métier. Et je suis vraiment désolé de parler comme ça, parce que je suis en même temps très content, mais je suis aussi triste du monde dans lequel on est en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions. Et quand vous dites... parce que j'ai bien aimé cette boîte à outils, la zithétique, c'est ça ? La zithétique, oui. La zithétique, j'ai bien aimé cet outil. Mais je me dis que si sur n'importe quel sujet, on va aller chercher dans cette boîte à outils pour accompagner nous dans notre métier, les jeunes, à un certain moment, j'ai l'impression que lorsqu'on va arriver à trouver quelque chose qui va émaner d'eux, de leur propre réflexion, c'est presque trop tard, parce que les décideurs, ils ont déjà atteint leur objectif. C'est ça qui me fait le plus peur. Vous savez... le massacre de Katyn, pour ceux qui le connaissent, pendant des années, il a été enseigné aux écoles polonaises et russes, et même à l'extérieur, que c'était un massacre commis par les nazis, alors qu'il était commis par les Russes même. Et il a fallu des années et des années. Alors qu'est-ce qu'on fait parfois quand la désinformation, elle est voulue par des éditorialistes qui travaillent avec des gens qui jouent un rôle très important au niveau de l'économie, et en même temps, que faire, nous, à notre place, quand on accompagne ces jeunes-là sur ces questions-là. Et on a tellement envie de leur dire, parce que la paix, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi le respect de l'autre, c'est l'altérité. Vous savez, il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé des minorités. On vient d'une ville qui s'appelle Aubervilliers, à côté de Paris. On a 130 nationalités différentes. On a 130 minorités différentes qui viennent avec leur subjectivité. Et on doit en même temps leur dire que la France, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'amour. Vous êtes tous français, vous êtes la France de demain. Voilà, merci à vous. Alors, peut-on prendre une autre question et puis ensuite on répondra? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, j'en vois une. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question parce que vous avez parlé des manières et des choses que l'Estonie a mises en place pour éviter la mésinformation, mésinterprétation, etc. Depuis combien de temps est-ce que c'est en place en Estonie? Parce qu'en France, nous n'avons pas grand-chose pour éviter ces erreurs. Donc, depuis combien de temps l'avez-vous mise en place en Estonie? Merci beaucoup pour cette question. Alors, peut-être qu'on peut répondre déjà à ces deux questions. Si nous avons du temps, nous répondrons à d'autres. Je ne suis pas certaine de partager votre avis pessimiste sur la vie dans laquelle aujourd'hui nos jeunes évoluent. Je suis peut-être trop optimiste, peut-être, mais je pense qu'on a, en France en tout cas, et ça va être vrai pour pas mal de pays en Europe, aux États-Unis, etc., un niveau, une qualité de vie qui n'a rien à voir avec celle de nos ancêtres d'il y a même, on va dire, 70 ou 100 ans. Je pense que les choses vont quand même plutôt dans le bon sens. Donc je m'accroche à ça pour considérer quand même qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier, sur plein d'aspects. Par contre, effectivement, l'évolution fait qu'on a des nouvelles menaces auxquelles il faut qu'on s'ajuste et qu'on s'adapte. Et l'éducation est un des leviers sur lesquels on peut compter, bien sûr, pour s'adapter. Alors, la question de la rapidité avec laquelle il est nécessaire aujourd'hui de s'adapter, du coup, c'est au quotidien, en laissant aussi à nos jeunes la possibilité d'être acteurs de leurs propres apprentissages, acteurs du partage des valeurs qui sont celles du monde dans lequel ils souhaitent vivre demain. Et donc, de les remettre peut-être davantage au centre des décisions que prennent nos gouvernements, par exemple, et nos décisionnaires. Parce que s'il y a un point négatif, je pense, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on laisse trop les jeunes en arrière et qu'on ne les met pas assez, justement, devant les responsabilités qui vont devenir très rapidement les leurs.
Maintenant, concrètement, sur le terrain, quand on est éducateur, moi-même j'ai des étudiants, eh bien, je leur transmets des connaissances pour leur faire gagner du temps et je leur dis l'objectif que j'ai à faire ça. Et ensuite, je les aide, et là, pour le coup, c'est eux, en termes de motivation et avec leurs émotions, qui sont acteurs de leur développement de compétences. S'ils ont envie, s'ils ont un objectif, de les aider à définir ces objectifs, notamment ces objectifs professionnels. Qu'est-ce que je veux faire demain en tant qu'expert pour agir sur le monde dans lequel je veux vivre demain? Je vais vous répondre, parce que je trouve que votre intervention est très intéressante. Puis merci d'être venu d'Aubervilliers. Vous avez parlé effectivement des jeunes, on parlait de compétences. Mais quand j'ai parlé au début de mon intervention, j'ai parlé de contexte informationnel. Je vous rappelle quand même qu'on a des intermédiaires qui nous informent. Les journalistes, presse écrite, radio, télévision, etc. Et que là, effectivement, tout est mélangé depuis l'apparition des médias sociaux, apparition officielle de Facebook en 2006. C'est que maintenant, alors il y avait un petit peu avec le web et le blog, on est devenu aussi, on reçoit, mais on émet, oui, tout est mélangé. Et que nous, en tant que citoyens, en tant que lecteurs, en tant qu'auditeurs, on doit faire notre tri, etc. Et ce qui manque aussi, c'est avec les nouvelles technologies, ce qui accentue, c'est la rapidité. On est noyé, j'ai parlé d'un terme important, on est dans l'infobésité. On est noyé d'une masse, surtout les jeunes, c'est noyé par une masse d'informations qui tombent, etc. Et on ne sait pas des fois qui est l'émetteur. Est-ce que c'est un journaliste ? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma grand-mère? Est-ce que c'est le copain, ou quelqu'un? Et on ne sait pas, on est complètement perdu. Donc c'est vrai qu'il y a une compétence, mais il ne faut pas oublier, on l'a un peu évoqué, je crois que c'est Stéphano qui a parlé de fact-checking, il me semble. C'est toi qui as parlé de debunking, fact-checking, oui. Effectivement, il y a aussi des journalistes qui font un travail, il y a des associations qui font un travail de fact-checking. On va vérifier des informations. Puis il y a un point important qu'on n'a pas évoqué ici, et ce qui me pense qui est primordial, c'est qu'avant d'avoir une information, qu'elle soit fausse, vraie, peu importe, posez-vous la question, est-ce nécessaire de la relayer? Est-ce nécessaire de la diffuser? On est dans une pandémie virale informationnelle, mais nous, en tant qu'intervenants, en tant que relais à un moment donné, on peut dire stop, je ne vais pas relayer, je ne vais pas diffuser. Donc il faut aussi qu'on ait... Alors, parce que déjouer les pièges de la désinformation, vrai ou faux, c'est pas facile. Même moi, des fois on hésite. Donc à un moment donné, quand on ne sait pas, on ne diffuse pas, on ne relaye pas, on ne like pas. Voilà. On doit aussi faire ce travail de se dire stop, il faut arrêter de relayer une information, qu'elle soit vraie ou fausse. Est-ce que ça a une importance de relayer l'information? Voilà, il faut aussi avoir une prise de recul. Il faut avoir cet esprit critique, mais il faut avoir un outil. Et puis l'IA, effectivement, l'IA va complètement... alors, terme après, qu'on est d'accord ou pas, mais les concepteurs de l'IA, McCarthy dans les années 50 en conférence de Messis, effectivement, on parlait d'intelligence artificielle parce que c'était la copie de l'homme, la copie du cerveau. Effectivement, on peut en parler. Moi, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle des intelligences artificielles parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est vraiment quelque chose qui va poser problème dans l'information parce qu'il y a les deepfakes, etc. Il y a les algorithmes aussi, etc. etc. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, je passe le micro à Stéphano. Très brièvement. Alors, premièrement, un grand merci à vous, parce qu'en amenant vos élèves ici, vous avez déjà apporté une forte contribution à ce défi. Et je pense que le savoir, la connaissance, ce sont les premiers outils, les anticorps contre cette mésinformation. Est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard, mais il est certain que c'est urgent. Et je pense que d'une certaine manière, ce qui est important lorsqu'on parle d'une société diverse ou diversifiée, il est important de savoir qu'est-ce que l'information, qu'est-ce qu'on souhaite savoir. Est-ce qu'il y a plus de différences ou de choses en commun? En fait, c'est l'opposé, car nous sommes tous des cibles de la mésinformation. Les minorités, par exemple, des personnes qui ont des positions avantageuses, désavantageuses, tout le monde. Donc, puisque nous sommes dans un monde d'identités multiples, je pense que le meilleur message, c'est que nous sommes tous des minorités à notre propre manière. Pour l'Estonie, alors, depuis combien de temps est-ce que nous faisons face à ça? Depuis qu'elle a regagné son indépendance en 1991, et je pense que
L'Estonie, d'une certaine manière, a vu le défi à contrer ces mauvaises informations. Et sa survie en dépendait dès le départ, parce qu'il y a toute l'idée de l'étendue des différences, de répandre les écarts entre dans la société, d'avoir une société divisée. C'était l'objectif de cette mésinformation. Donc je pense que d'avoir essayé de gérer cela dès les années 90, eh bien, beaucoup a été appris au cours des années. Et c'est ainsi que, bon, il y a eu certaines erreurs faites, mais on a pu apprendre de ces erreurs. Et d'une certaine manière, je pense que cette perception de la menace directe, eh bien, cela a été le motif principal derrière cette prise d'initiative. Et je pense que c'est le message général à toute société ouverte, même si on ne voit pas la menace existe. Et enfin, dernier point, bien entendu, un des aspects qui ont été pris en compte, le contexte numérique. L'Estonie a grandi, est une société complexe et maintenant nous avons été testés à développer des outils dans ce contexte numérique qui devait être résilient face à la mésinformation et désinformation. Et je pense que alors le défi a été, il est et il continuera à être. Très bien. Alors, je pense que nous n'avons plus trop de temps. Peut-être une petite question brève. Une très brève question, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question qui est très courte, mais je voulais savoir, parce que depuis le début, vous parlez de l'intelligence artificielle comme quelque chose d'assez mauvais, notamment au niveau de l'information. Et je comprends qu'on est dans une guerre d'information, mais je me demandais, parce que ces derniers temps, par exemple, sur Twitter, on voit les notes de communauté, c'est-à-dire que sous un tweet, on voit qu'une personne peut répondre et affirmer ou non si l'information est vraie. Et je me demandais si l'intelligence artificielle pouvait justement servir à ça, au contraire, donc au lieu d'avoir une vision pessimiste, de plutôt nous aider à savoir si l'information est vraie ou non, justement, puisque l'IA n'a pas ce côté émotionnel ou l'intérêt de répondre vrai ou faux sur certaines informations. Et je voulais donc savoir si l'intelligence artificielle pourra, dans un futur proche, peut-être nous aider à résoudre ce problème. Thank you. Merci beaucoup. Alors, peut-être une brève réponse. Virginie. Alors, pour vous répondre, l'intelligence artificielle, ça peut être un outil d'aide à la décision vraiment très efficace si on sait l'interroger, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, vous demandez à l'intelligence artificielle de retrouver la source de l'information, alors oui, du coup, c'est plutôt positif. Elle le fera plus efficacement et peut-être même plus rapidement que vous, et sans se tromper, effectivement. Sauf que si vous, à la base, vous n'êtes pas là pour savoir quoi chercher, simplement dire est-ce que cette information est vraie ou fausse, ça ne vous assurera pas que la réponse issue de l'intelligence artificielle est la bonne, en fait. Il faut que ce soit systématiquement vous, l'agent opérateur, en fait, qui soyez au contrôle de ce que fait et exécute l'intelligence artificielle. Alors, dans ce cadre-là, oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de positif pour notre civilisation. Je rejoins les propos de Virginie, elle peut nous aider. Mais en revanche, quand vous dites qu'elle n'a pas d'émotion, pour le moment, mais vous savez, on va s'adapter. Moi, je travaille sur en fait, mes deux thèmes de recherche, c'est la désinformation et la robotique dite sociale. Donc, j'observe les robots, je vais voir les robots, comment on les utilise, etc. Et donc, on va aussi détecter les émotions et on va s'adapter à vous. Donc, plus tard, l'intelligence artificielle, déjà, vos agents conversationnels, ils s'adaptent à vous. Il faut s'adapter à vos émotions. Si vous êtes triste, ils vont vous envoyer du contenu. Alors, soit ils vont vous rendre plus triste, soit ils vont vous rendre gay, oui, plus gay. Donc, en fait, ça dépend. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, elle va aussi s'adapter à vos émotions. Et ça, il va falloir prendre en compte. Ça, c'est un point important. Mais elle peut aussi vous aider à détecter de fausses informations. Mais attention, je rappelle, vous parlez d'informations négatives. Je rappelle que ce qui fait le plus de clics, et notamment pour X, c'est le négatif. Ça rapporte le négatif. Il y a un enjeu aussi marketing. Les médias sociaux, c'est pas gratuit. On a tendance à l'oublier. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour prendre des questions, mais ce que j'aimerais, c'est vous remercier tous et toutes pour votre attention. J'aimerais remercier les élèves et encore, plus important, remercier nos panélistes. Merci infiniment pour votre attention.
On vous demande, merci, de bien nous ramener tous les casques en enroulant en fait le cordon, s'il vous plaît déjà. Ça nous évitera voilà, de perdre un peu trop de temps à votre sortie, parce qu'il va y avoir un petit embouteillage. Merci à vous.